Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire IEIF qui ce matin s'intitule Concevoir et aménager des espaces plus flexibles. Et c'est déjà notre 15e rendez-vous de l'année depuis janvier 2022 et c'est aussi et surtout le dernier avant notre pause estivale. Donc nous nous sommes vus en de nombreuses occasions et aujourd'hui la thématique qui est la nôtre, c'est celle des espaces plus flexibles, de l'équilibre à trouver dans une équation où finalement doivent être prises en compte beaucoup de choses, parfois divergentes, heureusement certaines convergentes, à savoir bien sûr les attentes des salariés en matière de mobilité, en matière d'aménagement, en matière de contexte, et puis d'autre part l'impératif de réduction de l'empreinte immobilière. Donc les modes d'organisation et de travail évoluent et par ailleurs la révolution s'est accélérée. Et donc qu'en est-il aujourd'hui des enjeux en matière de flexibilité dans les aménagements? Et c'est bien notre sujet ce matin. Et pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir trois experts que je vais vous présenter dans un instant. Mais auparavant, c'est la minute agenda pour justement, après cette pause estivale, vous rappeler que nous nous retrouverons le 8 septembre pour un point de conjoncture économique et immobilière. Donc effectivement, à la rentrée, certainement beaucoup d'éléments seront à apprécier et à mesurer dans leurs conséquences. À l'occasion de ce webinaire, nous écouterons Irène Fossé, qui est directrice de la recherche et de la stratégie chez AEW, et Pierre Scheffler, qui est senior advisor de l'Institut que vous connaissez bien. Ensuite, notez le 15 septembre, la semaine suivante, où nous aborderons le sujet des locaux d'activité, un actif méconnu aux attraits reconnus. Et à cette occasion, nous aurons le plaisir d'écouter Mathias Bertojo, qui est coprésident du groupe Spirit, ainsi que Christophe Lecor, qui est président de Proudread. Et ensuite, deux autres rendez-vous à noter dans vos agendas. Donc, l'hôtellisation des bureaux ou Hospitality, quelle réalité, le 22 septembre. Et nous nous retrouverons ensuite le 6 octobre sur cette question importante qui est faut-il faire évoluer les méthodes d'expertise? Donc voilà, ça c'était la minute agenda, mais maintenant nous allons rentrer dans le vif de notre sujet ce matin. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir ces trois intervenants qui sont donc Loïc Daniel, directeur général délégué de Nexity Entreprise, Anne Teman, qui est directrice Workplace Consulting chez Colliers, et Étienne Rio, qui est directeur de la recherche et de l'innovation. Et ce que je vous propose pour débuter, si vous en êtes d'accord, c'est chacun, Loïc en premier, Étienne ensuite et Anne enfin, pour une présentation justement de vos horizons d'origine pour positionner le débat que nous allons avoir ensemble. Néanmoins, juste avant ça, encore un petit aspect technique. Je rappelle aux personnes qui nous écoutent que tout ce que nous écoutons, tout ce que nous allons dire aujourd'hui est enregistré pour être accessible en replay pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas pu se joindre à nous ce matin, et donc dans la partie adhérents. Et je rappelle, j'insiste et je recommande à tous de ne pas hésiter à poser des questions. Vous en avez l'habitude, c'est l'icône Q&A de ce Zoom pour que vous puissiez justement interagir avec nos intervenants. Voilà, maintenant je me tais et je vous laisse la parole. Donc c'est à vous, Loïc, pour la présentation, un rappel sur Nexity Entreprise. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc un petit mot sur Nexity. Nexity, vous le savez, est une société immobilière qui fait à la fois du résidentiel et de l'entreprise. L'entreprise a à peu près 20% de son activité, et Nexity Entreprise, en fait, c'est le pôle Nexity Entreprise qui est lui-même dirigé par Yves Cadellano, et j'ai la chance d'être à ses côtés pour animer l'ensemble de nos activités. Alors, nos activités, quelques chiffres, c'est en gros 600 millions d'euros l'année dernière, 1000 collaborateurs. On a beaucoup de collaborateurs, notamment liés aux services, hein, mais je vais y revenir. On est aujourd'hui la première plateforme de services intégrés du marché. On est évidemment assez important en termes de gestion immobilière de property, puisque ça va atteindre les 20 millions de mètres carrés. Depuis le début, nous sommes BBCA, donc premier promoteur bas carbone. On fait du bois depuis fort longtemps, depuis une douzaine d'années.
Et voilà. Et depuis 3-4 ans, nous sommes devenus un acteur important du coworking en France à travers deux marques qui sont Morning, qui est la principale, et Uptown, qui est la seconde. Voilà. Donc, à ce titre, on anime beaucoup d'espaces de coworking, des grands, des petits, des moyens, et puis une nouvelle offre d'ailleurs qu'on est en train de lancer qui s'appelle Rayon et qui va répondre à un segment de demande de la part des particuliers, enfin des travailleurs, on va dire, un peu nomades et qui ont besoin de travailler pas très loin de chez eux sans vraiment aller au bureau et en retrouvant une ambiance évidemment parfaitement adaptée au travail en coworking. Voilà, alors ça c'est une petite illustration pour bien comprendre ce que nous faisons. On intervient donc à la fois très en amont au niveau du conseil à la transformation des entreprises à travers une myriade de marques, je ne vais pas toutes les citer, en promotion, qui est évidemment notre activité principale et historique et qui le demeure, avec une très forte stratégie tournée autour du bas carbone, qui est un angle très important. Je pense que les entreprises et le monde de l'économie n'a pas encore complètement intégré et perçu la révolution que cela va entraîner, même si on s'en aperçoit tous les jours, à travers le climat, bien entendu, mais aussi à travers la réglementation qui s'accentue très fortement. Nous faisons de l'aménagement intérieur à travers nos deux marques Morning et Nexity at Work, une grosse activité de property, j'en ai parlé, et puis cette activité dite d'exploitation qui est également avec plusieurs entités différentes, notamment, outre ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire Morning et Town et puis Rayon, nous avons également une activité UPIC, qui est en fait le se loger, entre guillemets, du bureau, donc en digital. Et puis, nous développons un certain nombre d'applications pour faciliter la bonne gestion du travail multisite. Et puis la problématique de se retrouver, de trouver des moyens de se retrouver au sein des équipes, qui est un sujet majeur de cette nouvelle forme de travail là, qui a explosé depuis le Covid. Voilà. Alors très rapidement, nos clients sont à la fois les utilisateurs mais les investisseurs. Je vais évidemment parler des investisseurs. Notre travail, en fait, c'est d'imaginer l'immobilier de demain. Vous savez bien qu'on raisonne toujours à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et donc, nous accompagnons nos clients pour la valorisation de leurs actifs, de trouver les actifs de demain, avoir cette vision permanente de ce que va devenir, doivent devenir nos immeubles de bureaux. On a la problématique totalement essentielle, et tous les secteurs d'activité qui est le sujet à la fois d'attirer les talents, mais également de les retenir. Et je pense que les locaux sont assez fondamentaux dans cette attractivité. La flexibilité, évidemment, c'est un travail au quotidien chez nous et c'est le thème de cette conférence. Et puis, on optimise avec l'outil digital le fonctionnement de tout ça. Voilà ce que l'on propose dans la palette. Là, j'ai voulu mettre une petite illustration d'un immeuble qui est entièrement en bois, que nous avons livré l'année dernière, qui fait 15 000 m² en bord de Seine à Asnières et qui est devenu le siège d'un certain nombre de nos filiales et qui présente, à notre sens, toutes les caractéristiques de ce qui est demandé aujourd'hui en termes de bas carbone, de générosité des espaces, de mutualisation des lieux, évidemment, services, de conciergerie, un contact avec la nature, tout ce qui est aujourd'hui demandé, avec des aménagements et une originalité dans l'organisation spatiale des lieux qui est un élément, je pense, d'attractivité, surtout de flexibilité, mais je pense qu'on va en reparler collectivement tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup, Loïc. Effectivement, là, beaucoup de thématiques ont été touchées du doigt et sujets sur lesquels nous allons revenir dans un instant. Je laisse la parole maintenant à Étienne Villot, qui est donc directeur de la recherche et de l'innovation chez PCA Stream, pour cette présentation de votre structure.
Merci Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Rio, je dirige la recherche appliquée et l'innovation de PCA Stream, qui est une agence d'architecture qui a été fondée il y a 20 ans par Philippe Chiambaretta, qui est toujours son dirigeant, son fondateur. C'est une agence qui a la coutume de se présenter autour de ce double mot, think, build, réfléchir et concevoir. D'abord sur la partie réflexion, on a engagé de longue date un dialogue scientifique nourri avec des thématiques permettant de saisir les grands enjeux contemporains. Ça s'est traduit par des explorations un peu continues avec le monde universitaire, avec les plasticiens, pour essayer de saisir ce qui fait changer les choses sur le fond et de voir ce que ça peut avoir comme conséquence en termes d'agencement et d'aménagement des espaces. Concrètement, on a 5 publications qui ont été sorties sur les sujets. Les premiers étaient autour de l'économie de la connaissance, sur l'évolution des modes de travail en 2012. Et puis, en 2014 et 2017, on a exploré les enjeux de la transformation écologique, d'une part avec l'Anthropocène concernant le réchauffement climatique, d'autre part avec le rapport à la biodiversité sur ce qu'on a appelé les paradoxes du vivant. Et en 2022, cette année, on a franchi un cap supplémentaire autour de la manière de concevoir des solutions, de mobiliser des savoirs, des connaissances pour répondre aux grands défis du changement climatique sur nos espaces et sur les espaces vivants. La manière dont on essaie de lier ça avec, c'est dans la slide suivante, avec la conception, eh bien, on saisit de ces grandes tendances et de ces grands changements des éléments pour redéfinir certains standards. Ça s'est appliqué sur le cas du bureau. Notre agence s'est spécialisée progressivement sur la conception d'espaces tertiaires, plutôt des espaces tertiaires dans le quartier central des affaires, et en tout cas dans Paris, avec beaucoup d'enjeux de rénovation. On sait que ce sont des enjeux aujourd'hui qui sont extrêmement sensibles dans le cas de la construction bas carbone. Donc, on a produit à Paris notamment Cloud, qui a permis de changer un peu le standard de conception des espaces tertiaires. Et on va y venir dans notre discussion de ce matin, puisqu'il y avait un enjeu justement de flexibilité autour de l'accueil des entreprises d'économie de la connaissance. Le cas du projet Laborde pour le cabinet Gide, qui visait à la fois articuler une rénovation d'un bâti ancien avec l'accueil d'une activité spécifique, celle d'un cabinet d'avocats qui nécessite de la sérendipité, de l'organisation des échanges. Sur la slide suivante, on peut voir d'autres grands projets un peu plus récents. On a livré il y a peu de temps le projet Freedom qui est utilisé par Murex, qui montre un peu les projets de rénovation du bâti des années 60 et sa transformation, son adaptation autant aux usages qu'aux enjeux du réchauffement climatique. Le projet Haussmann que vous pouvez voir de la Banque Lazare, enfin Stream Building avec notre client Covivio qu'on sera très fiers d'inaugurer cette année, qui est un bâtiment, lui, visant une plus grande flexibilité d'usage et surtout une haute mixité des usages, ce qui n'est, et pour les personnes qui nous écoutent et le savent très bien, ce qui n'est jamais très simple à formaliser. Enfin, dernier élément sur les projets les plus récents de l'agence. Nous avons le plaisir de travailler pour Gestina sur le projet Marbeuf, qui est un projet de rénovation d'un bâtiment à très forte valeur patrimoniale, un ancien garage Citroën qui avait vertu d'être un peu un garage vitrine. Et on va essayer de retrouver comme ça son identité d'origine, mais aussi de la sublimer pour en faire un espace tertiaire de premier plan. De même pour le projet Bonne Nouvelle, le projet du siège d'AXA à Matignon, et évidemment le projet The Link, qui est une tour qu'on construit à la Défense, pour lequel on a mis beaucoup de réflexions sur le changement du standard de conception d'une tour, afin de s'assurer que 90% des déplacements des personnes se fera à pied, en ascenseur, que toutes les personnes seront facilement interconnectées les unes aux autres grâce à des étages et des plans d'étages qui sont plus larges que le standard habituel des tours. Donc tout ça, ça répond à des enjeux sur la dernière slide de notre passion qui est celle de l'exploration des évolutions des modes de travail et des conséquences que cela peut avoir sur la façon de concevoir ces espaces. Et on le verra ce matin certainement, ces explorations sont d'autant plus d'actualité dans la période qui nous concerne. Merci beaucoup, Étienne. Effectivement, donc là, on commence à percevoir la complémentarité des propos que vous allez pouvoir tenir, Étienne d'une part, Loïc d'autre part. Et je laisse la parole maintenant à Anne pour nous présenter justement, elle aussi, son point de vue.
Oui, bonjour. J'ai la chance de faire partie de Colliers France. Donc, Colliers qui a essentiellement 3 métiers, immobilier et autour de l'environnement de travail. Donc, il y a bien évidemment la transaction et la gestion de projet. Et aujourd'hui, je suis là particulièrement pour représenter la partie advisory, on va dire. On a une connaissance, on va dire, historique et sans cesse entretenue des enjeux des grands utilisateurs. C'est vraiment à leur côté qu'on travaille essentiellement et notamment des leviers concrets pour leur permettre de mettre en œuvre leur transformation avec l'outil immobilier et les comportements qui vont avec aussi une partie conduite du changement assez importante qu'on a la chance de pouvoir partager avec ces grands utilisateurs. Alors, peut-être juste vous rappeler que Colliers est le 4e acteur mondial, pour aller du général au particulier, hein, des services immobiliers avec 17 000 collaborateurs notamment. Si on regarde la France, plus spécifiquement, on est présent dans les différentes régions et avec 230 experts dans 9 villes. On est actif dans à peu près tous les secteurs d'activité tertiaires essentiellement et commerciaux et logistiques. Aujourd'hui, on partage avec vous ce qu'on a la chance de faire, et c'est du coup la diapositive suivante, merci, sur l'environnement de travail tertiaire à proprement parler. On a eu la chance, à travers notre implantation internationale, mais aussi en France, de pouvoir accompagner des pionniers des environnements de travail, soutien de transformation et notamment flexible, pour reprendre le thème de cet échange. On a la chance d'être assez multi-métiers et de pouvoir être en synergie sur ces sujets. Et je pense, comme Étienne, on est très intéressé par tout et actif dans la partie recherche. On tient beaucoup à toujours ancrer cette recherche dans le terrain, à la garder très opérationnelle, et on suit notamment comment dire, les projets bien après les aménagements et dans leur quotidien de fonctionnement, parce que c'est quand même un peu le moment de vérité qui permet d'en tirer les leçons pour la suite. Merci beaucoup, Anne. Donc, voilà, très bien. J'ai envie de dire que le décor maintenant est planté. Merci à vous trois pour ces présentations. Donc, on perçoit bien les points de vue qui sont les vôtres. Et justement, par rapport à notre thématique du matin, de ce matin sur la flexibilité des espaces, je vous propose un 3 temps dans ce webinaire ce matin. Un premier où nous aborderons la question des transformations des organisations du travail, avec justement ce que la crise sanitaire a engendré et par rapport aux tendances de fond qui préexistaient par ailleurs. Nous aborderons ensuite, j'en ai dit quelques mots en introduction, sur finalement un certain paradoxe autour de cette notion de flexibilité, mais justement nous en détaillerons les différents éléments. Et puis d'une certaine façon, en matière de prospective, nous conclurons sur la recherche de cette flexibilité dite équilibrée pour justement combler les différents tenants et aboutissants et satisfaire les différents objectifs. Alors, comme je le disais, ce premier temps, donc sur les transformations des organisations du travail, je vous propose juste quelques chiffres clés, quelques éléments de contexte finalement que l'on a tous traversé, que l'on a tous vécu, puisque là, je reviens sur le facteur, je dirais, majeur dans les ruptures que le monde du travail tertiaire a rencontré avec les conséquences de la crise pandémique, à savoir la montée en puissance du télétravail. Et donc là, vous avez d'une part à gauche un rappel historique finalement de ce qui s'est produit d'une part avant la crise sanitaire et durant la crise sanitaire avec les confinements successifs. Et on voit que l'histoire finalement d'abord a été brutale et puis s'est établie ensuite sur la durée avec effectivement une progression du nombre de jours télétravaillés.
qui n'a fait qu'augmenter pour se stabiliser donc, sur les rythmes mentionnés ici. Le nombre d'accords et d'avenants, c'est intéressant parce que justement, au-delà finalement de la situation que tout le monde a subie, qu'est-ce qui a été pérennisé? Et comme on le voit, par exemple, vous le voyez, en 2021, ce sont plus de 3000 accords qui ont été signés en accord d'entreprise. Et de fait, cela montre que justement, encore une fois, et ça concerne à la fois toutes les structures, grandes, petites, moyennes, toutes les structures sont concernées par cette mise en place du télétravail. Autre élément statistique, de combien de jours parle-t-on et quelle est la fréquence aujourd'hui et quelle peut être donc la fréquence que l'on peut estimer à terme. Donc, d'une part, une comparaison sur des principaux marchés à gauche et puis à droite, le nombre de jours maximum de télétravail, là aussi en comparant 2018-2021 donc en France. Et on voit bien qu'avant la pandémie, c'était de l'ordre de 1 à 2 jours maximum, encore une fois, maximum. Et 2021, on est passé sur un schéma où c'est plutôt 2 jours, quasiment 2 jours et demi, 2 jours 37 exactement selon les moyennes. Mais la situation est hétérogène selon les marchés. Hein. On voit que la France se distingue par un niveau de télétravail finalement relativement important puisqu'on est à 95% jusqu'à 3 jours par semaine, là où dans d'autres marchés, les situations sont hétérogènes. Donc, quand on voit cette hétérogénéité, on comprend qu'il n'y a pas de normes universelles, mais que c'est bien aussi lié à des pratiques culturelles, autant d'éléments dont nous allons parler dans un instant. Et donc là, effectivement, je vais laisser maintenant la parole à nos intervenants parce que justement, donc ces éléments clés étant posés, je vais d'abord m'adresser justement à Anne sur ce sujet des transformations des organisations du travail. Et je vous propose, au-delà moi de ma très rapide introduction, Anne, de nous rappeler comment finalement la crise sanitaire avait accéléré les mutations, dont celle finalement du télétravail et les autres que vous allez nous rappeler dans un instant. Merci. Oui, alors en continuité en fait de ce que vient de partager Stéphanie, qu'est-ce qu'on voit comme transformations qui ont réellement été opérées? Alors je me permets quand même de le dire parce qu'il y a quand même des soubresauts parfois pour dire finalement est-ce qu'on ne va pas revenir en arrière sur le télétravail et ainsi de suite. Ce qu'on constate quand même, c'est que le saut digital a été fait, que la normalisation du télétravail c'est un fait. Et effectivement, il y a des différences régionales, mais avec une tendance de fond qui est quand même assez flagrante. Si on regarde de façon un peu plus large au niveau mondial, tout simplement ce qu'on appelle les taux d'occupation des locaux de bureaux aujourd'hui. On partageait ça avec mes collègues à l'international il y a quelques jours. On constate qu'en Europe et en Asie, on est aux alentours de 30 à 40% de taux d'occupation des postes de travail aujourd'hui dans les bureaux. C'est évidemment moins qu'avant la crise sanitaire. C'est un très grand changement pour l'Asie. Donc là, on voit quand même une normalisation. Et alors, tenez-vous bien, nos collègues des États-Unis constatent un taux d'occupation des postes de travail qui ne dépasse pas 15% actuellement. Donc, c'est quand même, ok, c'est pas en Europe, mais c'est quand même intéressant de voir cela. Si on parle de la France, je trouve quand même que le chiffre des 2,37 jours ou 2,4 jours, il a quand même une portée très, très importante parce que, en fait, avant, on était à moins de 2 jours et donc plus de jours au bureau qu'en télétravail. Le fait de passer à 2,37, même si c'est indicatif et même s'il y a des différences, ça veut dire quand même que essentiellement, il y a énormément de personnes qui passent plus de temps au télétravail qu'au bureau. Et ça, c'est un très grand changement et je suis sûre que Étienne et Loïc auront des choses à dire là-dessus aussi. C'est un changement de prisme, le fait qu'on passe plus de temps en dehors des bureaux que dedans et c'est un vrai changement. Et puis, un dernier point, c'est le constat qu'on a, et Loïc l'a cité aussi, sur le rôle que cela joue dans l'attractivité
pour les personnes en recherche d'emploi. Il est certain que les locaux participent et Dieu sait qu'on le pense tous et que c'est une réalité. Néanmoins, la possibilité même de faire du télétravail et avec une certaine flexibilité est vraiment très importante et vous avez certainement également entendu l'étude qui est sortie il y a 2 semaines sur le regain d'attractivité des grands groupes en termes d'employeurs de prédilection qui est lié évidemment aussi à une forme de stabilité, donc le regain étant de 15% quand même par rapport à pré-pandémie. Mais deuxième facteur cité, c'est qu'ils offrent davantage de possibilités de télétravail. Bref, je pense qu'il faut arrêter de se questionner sur si on va éventuellement revenir en arrière. C'est probablement pas le cas. Maintenant, si on parle vraiment de transformation d'entreprise, qu'est-ce qui a changé dans la façon de fonctionner sans parler d'immobilier, en fait, quelque chose qui s'est passé au-delà des espérances par rapport à tous les programmes de transformation, notamment dans les grands groupes, c'est qu'on parlait toujours de l'autonomie et de la responsabilité des collaborateurs. On peut dire que franchement, c'était une révélation, on va dire, du confinement, c'est quelque chose, pour le coup, qui a été assumé par les collaborateurs, au-delà des espérances, on va dire, avec, il faut bien le constater, finalement, des bons résultats de performance de façon générale, des organisations confinées, et ça, c'est positif. Après, est-ce que ça a été trop loin et est-ce qu'on est allé vers trop d'indépendance, hein? Est-ce qu'il faut veiller à ne pas confondre autonomie et indépendance? Mais c'est probablement le cas. Et à notre sens, c'est vraiment en tout cas, c'est ce qu'on voit là, dans les entreprises aujourd'hui. L'attention principale, et Loïc l'a cité aussi, c'est dans le comment faire en sorte que les gens se retrouvent, comment donner du sens au collectif à nouveau, hein, avec ce chiffre des 57% des dirigeants qui expriment des difficultés, hein, à renforcer les liens collectifs. J'aime bien cette petite illustration qui met en évidence le fait qu'en fait, on va rechercher un rééquilibrage entre le confort individuel, hein, parce que Dieu sait que le confort collectif, il va être important justement pour permettre de renforcer ce besoin. Mais en tout cas, on va rechercher un rééquilibrage entre le confort individuel et la connexion entre les collaborateurs. On constate dans tous les groupes de travail, toutes les enquêtes actuelles auprès des collaborateurs que tout le monde a envie que tout le monde se retrouve, mais personne n'a envie d'adapter ses propres habitudes personnelles qu'il arrange dans sa vie perso en vue de ça. Et ça, c'est vraiment un sujet qui préside à la mise en place de ce qu'on appelle les accords des tâches, les accords d'équipe, enfin, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en entreprise et qui sont une des premières préoccupations. Évidemment, des conséquences pratiques et immobilières à tout ça, avec des changements dans la morphologie des immeubles, dans le fait d'avoir moins de mètres carrés, mais mieux équipés et autrement. J'ai bien aimé ce qu'a dit Loïc tout à l'heure il a parlé de la générosité des espaces. Hein, souvent, on s'imagine, tiens, comment dire, moins de gens au bureau, des taux de partage élevés, ça veut dire moins de mètres carrés et peut-être des choses plus étriquées. Eh bien non, hein, c'est exactement le contraire qu'on va chercher en termes de perception en tout cas. Mais ça, ce sera, je pense, on va traiter ces caractéristiques de ces immeubles dans la deuxième partie de la table ronde. Donc, je passe le flambeau aux autres participants. Merci beaucoup, Anne. Effectivement, voilà, je crois que les éléments clés sont très bien posés et effectivement, donc ces mutations à la fois, encore une fois, survenues à l'occasion de la crise pandémique, préexistaient pour la plupart avant 2019, mais effectivement, d'autres transformations sont à venir. Je me tourne vers vous, alors virtuellement, Étienne, pour cette fois aborder la question des conséquences de ces évolutions.
C'est des conséquences qu'on note, nous, à plusieurs échelles. Exactement comme vous le disiez, c'était des signaux qui étaient existants bien avant la crise pandémique, où on avait observé une croissance constante des espaces communs dans les immeubles. Il y a 20 ans, c'était environ 5 à 10%, et dans nos tout derniers projets, on est plutôt de 25 à 30%, ce qui constitue un enjeu important, que ce soit sur l'usage que l'on fait de ces espaces et évidemment sur leur exploitation et leur modèle économique. Euh, pour autant, la crise pandémique et l'accélération des mutations en termes de travail hybride, etc., ont introduit d'autres enjeux. On l'a évoqué, l'enjeu d'appartenance et de culture, ce qui fait que ça pose la question de pourquoi est-ce qu'on a un siège social, pourquoi est-ce qu'on a un immeuble de bureau, qu'est-ce qu'on y fait, comment on organise le creuset pour que ça fasse culture et qu'on fasse équipe, et notamment qu'on maintienne une intelligence collective qui peut parfois être menacée dans les questions de télétravail et d'hybridation. Deuxième élément, la question de l'hybridation qui pose des questions cette fois-ci plus dans l'agencement intérieur, puisqu'on a vu des articles sur les épidémies de casques anti-bruit au bureau, sur toutes les difficultés que tout un chacun vit et subit, je pense, quand on est dans des formats hybrides ou des formats à distance comme ça, ou si on partage son poste de travail avec d'autres, il y a toute une petite sociabilité à réorganiser. Ça peut paraître du détail, mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment du quotidien et qui impacte complètement le confort des salariés et des collaborateurs, et qui pousse quand même à entrer assez loin dans le détail de conception et d'aménagement. Deuxième grand point, si on commence à dézoomer un peu, c'est le fait qu'on peut analyser une vraie dissociation entre l'espace où on travaille et l'espace où on organise le travail et la production. Et cette dissociation-là, elle est devenue très crue avec le travail à distance, et elle s'est vraiment affirmée par cette transformation assez radicale. C'est une transformation radicale qui touche certaines entreprises, certains secteurs. Ce n'est pas un élément aussi massif qu'on le croit. Les études montrent que les secteurs qui sont télétravaillables sont paradoxalement ceux qui appellent des sièges sociaux dans des quartiers les plus chers. Donc, c'est les secteurs de l'information, communication, banque, assurance, finance et conseil. Et ces secteurs-là, finalement, doivent à la fois être en tension sur le recrutement, tout en réduisant peut-être certaines surfaces, parce qu'il y a une plus forte facilité à hybrider et à faire télétravailler les collaborateurs. Et enfin, quand on dézoome encore plus loin, la question qui se pose et qui répercute la façon dont on va concevoir le bâtiment d'un siège social, c'est le fait que pour certaines entreprises, il y a une nécessité de réflexion immobilière en réseau. Donc, est-ce qu'on offre la possibilité de travailler près de chez soi, mais pas chez soi, ni dans le siège social? Et dans ce cas-là, où est-ce que se localisent ces espaces? On pourra y revenir. Quand on est dans une forme très hybride de travail avec plus de 3 jours de télétravail, ça pose la question aussi de comment est-ce que l'entreprise accueille les personnes qui vivent beaucoup plus loin, et comment est-ce que les fonctions, les services qui sont nécessaires pour les gens qui viennent quelques jours par semaine ou quelques jours par mois soient confortablement accueillis, puissent retrouver leurs repères, etc. Donc ça, c'est des enjeux qui redéfinissent aussi certaines stratégies immobilières pour certains de nos clients. Bien. Merci beaucoup, Étienne. Donc, en termes de, voilà, on voit un premier niveau de conséquence, mais effectivement, on y reviendra tout à l'heure. La question pour vous, Loïc, serait d'apprécier la pérennité, en fait, de ces transformations. Quelle est-elle, cette pérennité, d'après vous? Alors, merci Stéphanie, c'est un très très vaste sujet. Moi, je pense qu'il faut revenir dans la réflexion sur le sujet de l'homme, tout simplement. Hein, comment on est fait, quand nous sommes des animaux sociaux, comme on le dit souvent, et autant il y a des choses qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes, qui sont cette digitalisation, hein, qu'on évoque, et qui permettent une productivité absolument incroyable, et qui aussi est un instrument de séparation. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que demain, en accélérant toutes ces évolutions, on deviendra, chaque personne, un simple cerveau connecté, ce qui est un petit peu réducteur. Alors ça s'oppose évidemment à ce que l'on est profondément, à notre propre cœur, entre guillemets. Et j'ai envie, ça me fait penser à l'expression loin des yeux, loin du cœur. Donc, ce qui veut dire que plus on s'éloigne physiquement, moins finalement on communique intimement. Et c'est quand même le ressort de la personne humaine
que de rentrer, de placer le simple sujet on va dire, de l'extérieur pour rentrer plus en intimité et donc en vraie vie. Et je fais allusion évidemment à la vie sociale. Voilà. Donc, je pense qu'on est dans un mouvement de balancier et je pense qu'on va bien entendu connaître un certain nombre d'excès, ce qui sera évidemment très variable selon les entreprises. Il y en a qui vont aller, par exemple, sur le tout télétravail. Il y a des gens qui revendiquent cela. Il y en a qui disent exactement l'inverse. Et puis, il y a tous ceux qui sont un petit peu au milieu. Tout ça va se stabiliser. C'est extrêmement variable selon l'entreprise, selon la culture, etc. etc. Mais ça me paraît important de penser à ça. Après, il y a des choses qui me frappent, c'est que on est dans une société probablement où l'individuel prend le pas sur le collectif, alors que c'est le collectif qui fait société. Donc, c'est un sujet auquel il faut répondre, notamment à travers les locaux, les aménagements. Ça a été évoqué tout à l'heure par Étienne également. Ça va être très important et on y reviendra probablement. Je sens, moi, qu'il faut faire attention aussi à être trop court-termiste et il faut être plutôt avoir une vision un peu plus loin, un peu moyen terme, un peu long terme. Donc, je pense que les mutations qu'on connaît, évidemment, elles sont très fortes et elles vont durer, mais simplement, elles vont s'ajuster. Voilà. Et il ne faut pas trop affirmer que les choses dorénavant sont comme ci ou comme ça. Ce qui me paraît, par contre, fort et complètement durable, c'est cette notion de travail, justement, collectif, où on va casser les silos, on va supprimer entre guillemets des étiquettes qui sont des barrières, on va être davantage dans le transversal et les lieux que l'on doit inventer tous ensemble sont des lieux qui doivent rassembler, qui doivent unir, qui doivent nous permettre d'atteindre cette intelligence collective qui sera au profit de chacun. Mais voilà, donc voilà, je pense qu'il faut faire un petit peu attention et prendre un petit peu de recul, dézoomer, comme disait Étienne tout à l'heure. Si on dézoome, il faut faire un petit peu attention. Et voilà. Et le risque que je vois, moi aussi, hein, mais je ne veux pas être négatif du tout, hein, mais simplement prendre de la hauteur cette notion de virtuel réel qui risque de nous faire aller un petit peu dans une notion presque de hors-sol, de déconnexion. On est hyper connecté, mais en fait, on va être déconnecté d'une forme de réalité. Voilà, donc, ça va être ce mouvement de balancier et donc d'ajustement sur lequel il va falloir être très vigilant, à mon avis, dans les années qui viennent. Alors, on va faire des locaux qui vont être extrêmement performants, extrêmement accueillants, extrêmement connectés. Et ça, c'est essentiel pour redire ce que Anne disait également tout à l'heure, c'est qu'il faut durablement attirer les talents, attirer les jeunes. Et si on veut le faire, il faut vraiment des lieux qui leur parlent, qui soient hybrides. Je pense que l'hybridation est un mot clé qui a été évoqué tout à l'heure et je crois évidemment énormément. Et on sait bien que tous ces sujets posent énormément de questions et de problématiques sur les locaux de demain. Mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que au fond du fond, ça sera quoi la flexibilité? Mais je pense que je vais attendre la suite de notre conférence pour évoquer un certain nombre de sujets. Exactement, merci beaucoup Loïc. Effectivement, vous l'avez tous les trois évoqué hein, chacun dans vos propos. On sent venir l'aspect finalement d'une certaine contradiction, certains paradoxes. Hein. Vous évoquez le virtuel par rapport au réel, le collectif par rapport à l'individuel, la digitalisation et le besoin nécessaire néanmoins de se parler de manière, je dirais, en 3 dimensions et non pas seulement en 2, comme on le fait malheureusement encore ce matin. Alors, ce sujet justement des paradoxes de la flexibilité, c'est celui sur lequel je vous propose de nous arrêter peut-être plus longuement maintenant, au-delà effectivement bien sûr du constat, des éléments de contexte qu'on a évoqués à l'instant.
Parce qu'effectivement, cette flexibilité, elle peut revêtir différents aspects. D'abord, la question par rapport au fait d'avoir un espace assigné, attitré de télétravail. Et là, vous avez là encore quelques éléments de contexte pour fixer les idées, où là, on voit bien, d'abord, finalement, là, toujours extrait d'une enquête de Steelcase toute récente, puisque c'est 2022, ce qu'on évoquait sur le fait que dans tous les pays, les choses ne se passent pas de la même façon. Hein. Anne l'a également rappelé tout à l'heure. Là, c'est les intentions en matière d'espace de travail attribués dans les bureaux, selon différentes régions de marché encore. Et on voit justement plusieurs groupes. Alors, la France est matérialisée, où on est dans une situation quasiment 2 tiers, 1 tiers, oui, 60-40, sur une attente en matière d'espace attribué qui est manifestement plus forte que les salariés qui n'ont pas le souhait d'avoir des espaces attribués. Dans cette configuration-là, on retrouve des pays comme l'Allemagne, comme le Japon, l'Espagne, en fait, des pays plus d'Europe continentale, parce qu'à l'inverse, dans des pays, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, vous voyez, on est dans des proportions soit équilibrées, soit inversées, ce qui corrobore exactement ce qu'évoquait Anne sur les 15% mentionnés tout à l'heure aux États-Unis, et donc dans des situations qui sont voilà, extrêmement paradoxales, qui effectivement, du coup, encore une fois, ne créent pas de normes, ne créent pas de situations significativement majoritaires. Avec cette petite, justement, vous allez certainement le mentionner, c'est de manière illustrative le fait qu'effectivement, certains ont besoin d'un espace parfois même très fermé sur cette définition de propriété, de sentiment d'avoir son propre espace. Alors, à l'opposé, les attentes des entreprises où on est effectivement sur là également le résultat d'une enquête qui a été menée auprès de dirigeants d'entreprises, donc tout récemment, à la fin du premier trimestre, où effectivement 40% des dirigeants affirment que la recherche accrue de flexibilité des baux et donc des modes d'occupation va bouleverser les décisions d'implantation tertiaire. Donc effectivement, ça c'est un constat partagé par tous. Et dans le même temps, on voit que quand on demande aux salariés qu'est-ce qui les importe le plus, eh bien, on retrouve des choses finalement dont la combinaison n'est pas si aisée, puisqu'on demande des espaces hybrides de collaboration, des espaces néanmoins individualisés pour par exemple, des conférences téléphoniques virtuelles, des espaces privés, des espaces où on peut effectivement se connecter avec ses collègues. Donc, bref, effectivement, des choses qui finalement répondent à différents objectifs. Le point sur lequel justement maintenant je vous propose de réagir, c'est justement finalement pour vous, Étienne, une première question sur ces paradoxes de la flexibilité. On voit bien que les attentes des uns et des autres peuvent être divergentes, mais au-delà de ça, quels sont d'après vous les freins, les principaux freins à la mise en place de cette flexibilité qui est néanmoins recherchée parce que nécessaire? Il y a effectivement le hiatus entre projection immobilière et puis attente des collaborateurs, où le contraste, on l'avait déjà vu il y a 1-2 ans à peu près, il se renforce là, c'est-à-dire qu'on a la vision un peu mirifique de tout flexible, de passer 100% des postes en postes non attribués, que certains espèrent ou envisagent. Et puis il y a la réalité. La réalité, c'est que c'est récurrent en France, en Europe, dans les pays latins, effectivement, il y a un rejet du fait que le poste ne soit pas attribué. C'est un peu le petit frère très dynamique du rejet qu'on a eu de l'open space chez les gens depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Donc, il y a un vrai paradoxe à gérer et à pouvoir balancer.
on y viendra tout à l'heure, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à force de ne pas adresser cette question, des opérateurs, des intermédiaires vont l'adresser et vont avoir des produits qui marchent très très bien parce que justement, ils vont proposer du petit bureau, etc., qui répond à des vraies attentes et des vraies demandes. Mais tout ça ne doit pas occulter d'autres enjeux qui sont des enjeux de culture et de conception. Enjeux de culture, parce que nous, on a remarqué que dans les espaces en commun qu'on met à disposition, et notamment les espaces extérieurs, chez PCA Stream, on a coutume de faire beaucoup de projets en rajoutant de l'extérieur, ce qu'on considère que c'est très important, que chacun puisse accéder à l'air libre, ça facilite les croisements, etc. On a déjà remarqué dans certains projets, une fois livrés, qu'il y avait des appréhensions de la part de l'encadrement intermédiaire à utiliser ces espaces extérieurs pour travailler. Donc, qui sont des espaces plus flexibles, qui sont très agréables, c'est-à-dire que c'est de la flexibilité très confortable, on va dire, et parce que c'était assimilé à je ne travaille pas vraiment, parce que je ne suis pas dans ma posture de poste de travail, alors que la direction d'entreprise avait vraiment poussé à ces développements. Donc ça aussi, il y a un paradoxe très fort finalement, qui n'est pas qu'un rejet de l'aménagement spatial du poste pas attribué, qui est plutôt aussi un enjeu de culture de comment je travaille et comment je me donne à voir en train de travailler. Ça, c'est un point qui est au-delà des enjeux de conception spatiale. Enfin, un dernier point rapidement, c'est pour ce qui est de la conception même, impliquer plus de flexibilité dans le bâtiment, ça veut dire donc plus d'espace en commun. Mais vouloir développer plus d'espace en commun et vouloir atteindre notamment des standards, voire même une avant-garde en termes d'ambition environnementale bas carbone, ça peut être problématique parce que plus d'espace en commun, plus d'espace flexible, ça veut dire plus de gains techniques, plus d'amener d'air et finalement plus de capacité de l'espace à être agile, flexible pour se reconfigurer facilement. Donc ça, c'est un très gros défi qui est donné aux concepteurs, ça c'est de notre côté, et on le relève bien volontiers, mais c'est quelque chose à avoir en tête parce que ça modifie et ça oriente quand même la conception du projet très en amont si on s'y prend bien. Très bien, effectivement. Merci beaucoup, Étienne. Du coup, justement, dans les demandes qui sont formulées, je me tourne vers vous maintenant, Loïc. Est-ce qu'on peut justement voir comment les demandes ont évolué et quel type de demandes ont généré cette transformation de ces organisations pour le promoteur que vous êtes? D'accord. Alors, chez Nextly, on a peut-être la caractéristique effectivement d'être proche des utilisateurs, qui quand même le client final est essentiel, même si on a besoin, bien entendu, des investisseurs qui nous écoutent. On sait bien tous qu'on travaille pour un client final. Et ce client final, en fait, il est totalement protéiforme. Hein. Je peux citer quelques exemples, on va dire, qui sont publics. Quand on s'adresse à un client que nous servons en ce moment, qui est la société Engie, société Engie qui, il y a 3-4 ans maintenant, nous a demandé de revoir et de les aider à trouver une solution différente de celle qu'ils ont aujourd'hui, à savoir une tour à la Défense. Donc, ils nous ont demandé, là, on veut passer du vertical à l'horizontale, on veut passer du minéral au végétal, et végétal avec la nature vraiment extrêmement, extrêmement présente. Et on veut absolument casser les silos et on veut retrouver de l'horizontalité, du lien, du liant. Et je parlais de cœur tout à l'heure, et ben, ils veulent justement, au sein d'un campus qu'on leur propose et qu'on construit pour eux en ce moment, sur un grand terrain, à côté de la Défense, ils veulent un espace qu'ils appellent le cœur, justement, qui est ce lieu de change, de vibration, de rassemblement, d'échange de connaissances, de formation. Et c'est vraiment le fondamental de ce qu'ils recherchaient. Ensuite est venu le sujet, c'est invité le sujet du télétravail, qui en fait s'est traduit par une idée de dire qu'il y aura besoin de moins de surface, qui est probablement vrai, même si Anne l'a rappelé tout à l'heure, moins d'espace, enfin, c'est parce qu'on passe moins de temps au bureau qu'il faut qu'on soit étriqué et qu'on soit pas dans la générosité. Je crois que on avait la coutume de dire, j'allais dire autrefois, que l'espace, c'est le premier des luxes. Et ça, si on a tendance à l'oublier et à mettre les gens dans des petites cases, je pense qu'on se trompe. Je reviens deux secondes sur l'idée de dire qu'il ne faut pas avoir son poste attribué. Nous, on a fait l'expérience à titre personnel chez nous. Il est clair que vous
vous faites du flex office, et puis un mois ou 2 mois après, chacun a retrouvé exactement le même bureau tous les jours. Et donc, c'est ce besoin d'appropriation, finalement, qui rejoint aussi la notion d'intimité et de confidentialité, c'est quelque chose qui est propre à l'homme. Donc, je pense que c'est une erreur de lutter contre ça. Et donc, cette idée en permanence de je vais gagner des mètres carrés comme ça, je ne pense que ça fonctionne pas aussi simplement que ça. Après, on a d'autres entreprises que j'ai écoutées récemment, c'est pour ça que je peux en parler, comme Boursorama Banque qui dit moi, je suis quasiment 100% en télétravail, c'est un facteur d'attractivité de mes futurs collaborateurs. Ça veut dire qu'ils sont un peu partout et qu'ils viennent au bureau que 1 à 2 jours par semaine. Par mois, pardon, 1 à 2 jours par mois. Donc, c'est assez extraordinaire. On a d'autres problématiques que j'ai entendues encore récemment, une société comme Doctolib, qui est une start-up extraordinaire, c'est même plus une start-up, puisqu'elle est déjà très importante, mais qui recrute 150 personnes par mois. Donc, avec des sujets de flexibilité, justement. Où est-ce que je les mets? Est-ce que je les concentre? Est-ce que je les mets à distance? Comment je fais société? Toutes ces problématiques, elles sont très complexes et elles sont là tous les jours. Une autre société, Stellantis, qui dit moi, mon personnel, ça sera maintenant 1 jour et demi de présentiel maximum par semaine, ce qui est extrêmement faible. Alors, à la clé vient une réduction drastique des surfaces. Je ne sais pas comment, il y a un sacré accompagnement managérial pour y arriver. Et moi, je pense souvent aux générations nouvelles qui arrivent dans les entreprises, comme celles qui sont arrivées juste avant le Covid ou pendant le Covid, qui ne savent toujours pas quels sont leurs collègues. Donc, quelques années après, quand la majorité des personnes d'une entreprise ne se sont quasiment jamais rencontrées, je me demande juste comment ça va faire société. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des phénomènes très, très puissants qui sont tout à fait intéressants d'analyser. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, peut-être j'y reviens, mais en fait, ce qui est certain, c'est qu'on est en train de vivre la fin de l'unité de temps et de lieu. Et ça, c'est fondamental. Grâce à cette digitalisation, parce que c'est aussi extrêmement positif. Moi, je connais un certain nombre de personnes qui ne travaillent plus qu'avec leur portable, pas l'ordinateur portable, le téléphone portable. Avec certains téléphones où on arrive à travailler de partout, tout le temps, on se connecte et ça fonctionne très bien. Donc, on a une flexibilité absolument extraordinaire et qui fait le bonheur d'un certain nombre de personnes. Et il faut évidemment en tenir compte. Je reviendrai peut-être je réagirai à ce qu'a dit tout à l'heure Étienne sur le paradoxe ou l'hiatus entre la flexibilité maximale des locaux et qui demande une installation technique énorme. Et justement, ça c'est un point extrêmement important, mais je vais peut-être y revenir maintenant si Stéphanie vous y autorisez. Je pense que la bonne réponse, c'est sûrement pas de surajouter des équipements partout comme on a tendance à le faire, le fameux toujours plus. Pourquoi? D'abord parce que c'est contraire à la flexibilité, mais c'est complètement contraire à l'objectif bas carbone. Complètement contraire. Donc il faut trouver et inventer des lieux dont le système de ventilation, de connexion intérieure puisse quasiment se passer de ces équipements techniques extrêmement lourds, coûteux en carbone, coûteux en économique, et pour retrouver justement une forme de flexibilité. Et dans la flexibilité, on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a la flexibilité de transformation intérieure des usages tertiaires, et puis il y a aussi la transformabilité des usages autres, comme celui du résidentiel. Et plus vous allez réduire les équipements lourds qu'on retrouve spécifiquement tertiaires, plus vous allez vous rapprocher justement de la réversibilité qui est attendue par le législateur, rappelons-le aussi, hein, mais qui est attendue par la société et qui justement est un élément de décarbonation de l'économie, c'est-à-dire pouvoir changer d'usage, d'affectation à prix minimum de transformation.
Voilà, ça, c'est un sujet qui nous tient chez nous vraiment beaucoup à cœur. Merci, effectivement, Loïc, vous avez raison, la dimension environnementale, au-delà de la réconciliation entre les attentes qui peuvent être contradictoires, c'est bien sûr la ligne directrice indiscutable et prégnante. Anne, justement, la parole est à vous, car sur cette question des attentes non réconciliables, justement, vous avez quelques diapositives à partager avec nous. Oui, la première chose que je voudrais dire quand même, c'est que dans les nouveautés de ces dernières années, pour nous qui fréquentons beaucoup et les utilisateurs, je veux dire par là les collaborateurs et même les instances sociales hein, de très près en permanence, il y a quelques années encore, flexibilité, c'était quand même un gros mot hein, côté utilisateur. C'était quelque chose, enfin, je veux dire collaborateur, c'était vraiment l'apanage de la direction de toujours vouloir de la flexibilité et les collaborateurs n'utilisaient pas ce mot ou alors en termes négatifs. Aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a une véritable demande de flexibilité en utilisant ce mot-là de la part des collaborateurs. Alors, ça ne porte pas toujours exactement sur la même chose, on est bien d'accord, hein, notamment sur plus de flexibilité dans le choix des jours de télétravail, mais c'est quand même un changement. Un deuxième point que je trouve plutôt un élément de réconciliation que de clivage entre les entreprises et leurs collaborateurs, c'est que quand on rentre vraiment dans le détail de ce que souhaitent les collaborateurs quand ils viennent au bureau, alors déjà un premier constat, c'est pas tout à fait ce que certains avaient imaginé pendant ou juste après les confinements en pensant qu'on n'allait plus venir au bureau que pour se retrouver et pour échanger et pour faire du collectif. Hein. Force est de constater quand même, et c'est une dirigeante me disait encore récemment, elle disait, moi je pensais que je ne ferais que des espaces collectifs. Qu'est-ce que je constate? La moitié des gens sont en train de faire des Teams dans leur coin individuellement quand ils sont au bureau, peut-être en alternance d'ailleurs avec des échanges collectifs qu'ils ont. Qu'est-ce que ça veut dire quand on rentre vraiment dans le détail? C'est que, et là, c'est vraiment tout secteur confondu, et j'aime bien ce qu'a dit tout à l'heure Loïc sur le fait que finalement, ça se ramène à l'humain, hein, l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les préoccupations des collaborateurs, ce sont plus que jamais comment je fais pour me concentrer, pour donner le meilleur de moi-même quand je suis au bureau, comment je fais pour échanger, comment on fait pour qu'il n'y ait pas de confrontation et de problèmes entre ceux qui sont en train d'échanger et ceux qui sont en train de se concentrer justement. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? En fait, il y a une demande croissante d'environnement de travail assez spécialisé où l'acoustique, par exemple, est beaucoup plus poussée pour favoriser la concentration d'une part et d'autre part des possibilités d'échange. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que de fait, quand on travaille avec les collaborateurs et c'est eux-mêmes qui arrivent à la solution, ça vous amène à quoi? Ça vous amène à un environnement flexible dans lequel il n'y a pas de poste attribué parce qu'il y a un moment où vous allez avoir envie d'être dans une salle de silence et à un autre moment, vous allez avoir envie d'être en échange, etc. Et donc, en réalité, quand on est vraiment sur les terrains et au plus près des collaborateurs, au-delà des grands slogans sur l'open space ou sur, que sais-je, des termes un peu étiquettes comme ça, on arrive finalement à un souhait, enfin la somme des demandes des collaborateurs eux-mêmes vous amène bien à ce genre de choses. Et encore une fois, tout domaine, tout secteur confondu, dans la mesure où, nous ne sommes pas tous égaux devant la concentration, par exemple, mais ce n'est pas une question de est-ce que je suis comptable ou est-ce que je suis dans un centre d'appel, c'est une question humaine. Ce sont nos personnalités, ce sont nos qualités et défauts respectifs qui nous mettent dans cette situation d'avoir envie ou besoin de choses différentes à des moments différents. Et donc voilà, on voit aujourd'hui un hit-parade, comme j'ai mis sur le slide, des espaces qui est très contrasté, avec des espaces favorisant l'hybride, des espaces favorisant l'échange, des espaces favorisant l'ultra solo, et à ne pas sous-estimé d'ailleurs, parce que l'ultra solo, ultra acoustique, il est effectivement demandé. Mais évidemment, quand on vient 2 jours par semaine, est-ce que cet ultra solo, ça doit être un poste qu'il n'y a que vous qui n'utilisez que par vous, notamment face aux enjeux écologiques? Ça c'est encore une autre question. Ensuite, un deuxième point, je pense que une deuxième diapo, c'est que toujours pour continuer sur l'universalité et les différences,
ce qui nous frappe beaucoup, c'est qu'on constate que les demandes individuelles, finalement, elles sont assez parallèles, comme je le disais, plutôt liées aux personnalités qu'au métier ou qu'au secteur. En revanche, là où on voit une vraie différence, et ça c'est vraiment quelque chose qui s'est révélé post-confinement, on va dire, avec ces souhaits de journée ensemble en équipe au bureau, on voit que c'est pour ces journées ensemble que les demandes sont assez différentes en fonction effectivement de différents facteurs comme les fréquences de ces journées ensemble, mais aussi les métiers, dans certains cas, et aussi les tailles d'équipe, etc. Donc là, il y a des demandes différentes, mais là aussi, certaines entreprises y répondent aujourd'hui, d'autres y répondront demain. Je ne vois pas vraiment en quoi on est devant une impossibilité et surtout quelque chose qui serait en contraste avec la flexibilité. Et je voudrais juste clôturer en disant que j'ai bien regardé l'étude Stiglitz, mais j'ai été un petit peu choquée par la mise en relation entre un jour de télétravail en plus et du coup un poste fixe en moins ou que sais-je, ce genre de choses. Je vous rappelle quand même que les premiers à faire ce qu'on appelle l'environnement par activité, comme ce qu'on vient de voir, qui propose aux personnes des espaces bien adaptés ergonomiquement à leurs besoins, etc. Ils ont fait ça en 1995, bien avant le télétravail. En fait, mathématiquement, il n'y a pas de lien entre le fait de faire du télétravail ou non et le fait d'avoir un environnement de travail flexible, surtout s'il est qualitatif ou non. À cette époque, on avait déjà des taux de partage dans ces organisations de 4 postes pour 5 personnes ou 8 postes pour 10 personnes, on s'exprime comme on veut, sans télétravail, parce que de fait, les postes ne sont jamais occupés. Je ne vais pas revenir sur les mesures du taux d'occupation, mais on a préféré à ce moment-là, dans certaines organisations, remplacer la quantité par la qualité et offrir ce choix. Donc ça c'est un premier point. C'est pas, pour moi, il n'y a pas de lien objectif entre télétravail ou non et flex office ou non. En revanche, il peut y avoir, et il y a souvent, à condition de lissage, un lien entre le taux le taux de partage et le nombre de jours de télétravail. Mais il n'est pas mathématique non plus, et il y a des tas d'éléments managériaux qui rentrent en ligne de compte. Le deuxième point, c'est l'argument écologique. Il est massu, tout le monde l'a mentionné maintenant, je pense qu'on ne peut plus passer à côté. Comment un collaborateur peut justifier qu'il a besoin d'un poste fixe alors qu'il est là 2 jours par semaine. Sincèrement, même le collaborateur lui-même, et même si nous avons tous des contradictions entre nos belles idées écologiques et la façon dont nous les mettons réellement en pratique au quotidien, il y a quand même quelque chose qui rentre dans l'acceptation générale, même si ça gratte un peu. Et ça me semble vraiment un point qui va dans, comment dire, la direction est tracée. Et effectivement, mais c'est ça, je me répète, et je répète ce que viennent de dire Étienne et Loïc avant moi, ça ne veut pas dire qu'il faut bêtement, avec une optique de calculette, se dire bon, s'il y a moins de monde au bureau, ça fait autant de mètres carrés en moins et des mètres carrés comme avant. Ça, on n'est clairement pas là-dedans. Mais en revanche, à mon sens, pas de retour en arrière à prévoir et une véritable convergence possible et d'ailleurs existante sur le terrain entre les préoccupations de certaines entreprises en tout cas et des collaborateurs, tout en intégrant cette flexibilité. Parfait, merci Anne. Et alors justement, la transition du coup est parfaite avec cette notion maintenant justement de trouver l'équilibre entre ces différents mouvements parfois contradictoires. Donc pour cette dernière partie de notre table ronde ce matin, donc autour de la question de la flexibilité équilibrée, je m'adresse à vous Loïc dans un premier temps sur justement les leviers de mise en œuvre de la flexibilité pour équilibrer cette équation complexe. Oui, alors je partage évidemment tout ce qu'a dit Anne, qui est très, très pertinent. Et c'est vrai que la difficulté permanente que les conseils en amont des utilisateurs ont, c'est comment lutter contre
contre des calculs mathématiques appliqués à des comportements qui sont fort variables selon les personnes, et d'arriver à dire, voilà, il vous faut autant de mètres carrés, de moins, de plus, etc. Je pense qu'on se trompe un peu on se trompe un petit peu de logiciel, si j'ose dire. Alors, la flexibilité, donc, on l'a un peu dit, mais je vais le redire peut-être, elle est protéiforme, elle est spatiale. C'est-à-dire qu'on travaille évidemment dans un bureau, mais le bureau a plusieurs endroits désormais. Il n'est pas que le navire amiral que certains vont vouloir avoir. Il peut y avoir des tas de petits îlots à côté. Je pense qu'on revient en arrière par rapport à l'idée de mettre tout le monde au même endroit dans un énorme paquebot. Je pense que ce mouvement est en train de refluer. Et par contre, cette flexibilité, c'est la flexibilité d'avoir plusieurs lieux possibles où je vais travailler. Donc, le bureau, on va dire, entre guillemets, classique, qui a toute sa place, je pense, parce que c'est un lieu de rassemblement et lieu d'identité. Donc ça va complètement rester. Et plus il sera central, mieux il se portera. Et ce n'est pas nouveau, d'ailleurs, dans l'appréciation de la valeur immobilière. Et ensuite, il y a des relais. Et ces relais, ce sont les lieux d'habitation eux-mêmes. Alors nous, on fait beaucoup d'habitations, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, évidemment, on repense les espaces qui, depuis des années, sont de plus en plus petits et qu'il va falloir très repenser pour offrir un poste de télétravail ou plusieurs postes de télétravail à domicile dans les habitats de demain. Et puis, avec, comme vous le savez, le maximum d'espace extérieur, comme pour le bureau d'ailleurs. Et puis, il y a ces petits espaces intermédiaires qui sont des petits espaces qu'on trouve à 10 minutes à pied ou un quart d'heure à pied de chez soi, dans lesquels on va retrouver d'autres personnes, qui sont des petits espaces, peut-être 150, 200 mètres carrés, qui sont plutôt dans les centres urbains animés par rapport à là où on se trouve, et qui vont être des lieux où on sort de chez soi, soit parce que on a besoin de changer, je pense qu'on a besoin de changer de lieu, soit parce que de toute façon on ne peut pas travailler chez soi pour des raisons multiples et variées que tout le monde a en tête. Voilà, donc il faut que ce soit multispatial. Et le digital, évidemment, nous aide. J'ai dit tout à l'heure, c'est très important que le sujet du management, les managers sont les gens les plus réticents et les plus perturbés par la révolution qu'on connaît en ce moment. Donc, il faut les aider, à manager à distance. Et donc, avec des outils qui restent que des outils, faut adhérer à cela. Mais comment je fais pour au moins me réunir au bureau ou dans un tiers-lieu, au moins toute une équipe pour avoir des vraies relations d'échange beaucoup plus fortes que celles que l'on aura à distance. Donc là, nous, on travaille sur des applications, en l'occurrence. C'est à la fois de la bonne gestion des espaces, mais également la façon de s'organiser. Parce que si on va, par exemple, au bureau 2 jours par semaine et que, malheureusement, le 2 jours par semaine, on va imaginer voir tous les autres, sauf qu'eux-mêmes sont là que 2 jours par semaine, on va dire on va tourner en rond. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller au bureau si ce n'est pas pour rencontrer. Si c'est pour s'enfermer dans une bulle, autant le faire chez soi. Donc, voilà, on est confronté à ces sujets-là. Donc, il faut trouver le bon équilibre au sein d'une entreprise entre ces différents lieux qui vont servir désormais demain de lieu de travail. Et je cite évidemment aussi le coworking, qui est un élément de flexibilité important, qui prend énormément d'importance pour les différents utilisateurs. C'est une expérience différente, on rencontre d'autres personnes, c'est de l'enrichissement. Et ça, à notre sens, on n'a pas fini de voir le développement de ce type de lieu. Après, sur les locaux eux-mêmes, le bon équilibre, je rejoins ce que disait tout à l'heure Étienne à propos de cette densité. On a trop tendance à dire qu'il faut que l'immeuble puisse tout faire. Et par exemple, on dit, ah oui, mais il faut pouvoir mettre tel nombre de salles
avec une capacité à l'intérieur de ces salles forte, mais on le veut aussi en imaginant que tous les espaces individuels soient occupés. Ça n'existe pas. Donc, trop de flexibilité égale multiples équipements et qui sont, à mon avis, c'est l'équation impossible si on y rajoute évidemment le volet environnemental qui va s'imposer très très fortement. Donc voilà, nous, je vais le dire très rapidement, nous réfléchissons sur carrément des immeubles pour lesquels on va pouvoir se passer quasiment de chauffage et de climatisation, et on va transformer la ventilation dite mécanique en une ventilation dite naturelle. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on va se passer de tous ces équipements, à la fois en terrasse, à la fois des gaines verticales, à la fois des faux plafonds dans lesquels on retrouve toute une tripaille que tout le monde connaît. Et on va retrouver du volume d'ailleurs, et on va retrouver en fait de la flexibilité à travers ça. C'est là où il va y avoir une convergence entre le sujet flexibilité et le sujet environnemental. Après, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je le disais tout à l'heure, la notion de réversibilité pour moi me paraît importante. Donc c'est une flexibilité équilibrée, on va dire intelligente. C'est celle qu'il va falloir de plus en plus rechercher demain. Et donc, peut-être pour conclure, pour moi, la flexibilité dite équilibrée, c'est celle qui est sobre. Voilà. Qui sera sobre, qui sera simple, parce qu'on ne peut pas ajouter de la complexité à la complexité, sinon on ne sait plus faire, et puis qui sera donc écologique et économique, les deux. Vu de notre fenêtre à nous, on va dire concepteurs ou inventeurs, ou avec évidemment l'ensemble de l'écosystème du monde de l'immobilier, eh bien, je trouve ça extrêmement exaltant, passionnant, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos réflexions et de la façon de voir les choses qui vont évoluer dans le temps. Et donc, on va probablement faire un peu moins de bureaux, mais on va le faire encore beaucoup mieux. Merci beaucoup, Loïc. Alors, même question pour vous, Anne, sur les leviers et justement les illustrations en matière de flexibilité équilibrée. Et vous avez également quelques diapositives à partager avec vous. Anne? Peut-être perdu. Non, voilà, non excusez-moi, j'avais éteint pour tousser. Voilà. Oui, donc j'étais en train de marquer ma convergence avec ce que venait de dire Loïc. Effectivement, la flexibilité, on la voit où? Alors déjà à tous les niveaux, mais pas forcément avec des choses extrêmement sophistiquées, tout à fait d'accord. Notamment les choix des sites et des contrats avec du multisite, de l'usage de différents types de sites. On travaille actuellement avec une entreprise du secteur bancaire qui souhaite qui n'est pas très télétravail à domicile, mais qui souhaite que tous les collaborateurs puissent travailler à moins de 15 minutes, maximum, 15 minutes de chez eux. Donc, dans un genre ils appellent ça le télétravail au pied de chez soi. Donc effectivement, toutes ces idées-là, elles font partie d'un nouveau puzzle. L'importance des espaces multi-usages. Alors, en même temps, comment dire, ça se réfléchit parce que et ça ne doit pas être trop sophistiqué, mais avoir à l'esprit que un espace qui peut faire plusieurs choses, et ça vous permet de faire face à un autre point souligné par Loïc, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal et qu'on a besoin d'embarquer une forme d'évolutivité parce que après tout, on ne sait pas exactement comment on travaillera dans 5 ans. Donc ça, c'est un deuxième point qui est très important. Et puis, en termes d'équipement, là, je l'ai mis en évidence pour la partie mobilier, la notion de furniture as a service, mais on a ça aussi en termes d'équipement. L'idée de pouvoir avoir des choses qu'on va davantage louer, utiliser le temps qu'on en a besoin et échanger en fonction de ces besoins, bien évidemment dans un système qui se veut vertueux et qui est plutôt dans des notions d'échange d'élimination après usage, bien évidemment. Donc ça c'est première chose. Une deuxième chose qu'on constate beaucoup, c'est que dans un immeuble existant, pour faire face à ces nouveaux besoins ou l'évolution de ces besoins, notamment de journée ensemble, les entreprises se mettent à jouer sur
l'organisation interne et par exemple en ayant des zones pour les équipes, ce qu'on appelle les ports d'attache, qui sont plus restreintes dans leur périmètre, mais au bénéfice de grands plateaux qui, eux, sont réservés à séjourner ensemble, parce que ce n'est pas tout de dire qu'on va faire un taux de partage de X, de 6 postes pour 10 personnes parce qu'il y a beaucoup de télétravail. Comment faites-vous pour vous assurer que le jour où tout le monde vient, et vous voulez qu'il y en ait des jours où tout le monde vient, vous ayez bien une place pour chacun au bureau, et ça, ce sont les étages ici indiqués en vert, par exemple, dans cette organisation-ci, qui permettent de les accueillir. Et puis, dernièrement, les grands espaces qui vont à la fois être support d'appartenance, lieu comment dire, qui vont forcer les rencontres de hasard en quelque sorte, en permettant aux personnes de se rencontrer dans de bonnes conditions, avec notamment en prenant aussi un repas et ainsi de suite, mais qui ont aussi des caractéristiques de coworking interne, je vais dire. C'est un autre usage des espaces qui, pour partie, ça va impliquer, notamment pour les derniers espaces, un nouveau cahier des charges morphologique, mais qui correspond bien à toutes ces caractéristiques qui ont déjà été citées précédemment. Et puis pour d'autres, c'est juste de l'usage, en fait, du multi-usage, des accords d'usage entre les collaborateurs et la direction sur l'usage des espaces. Un vrai changement pour moi, c'est quand même notamment morphologique, un nouvel élément du cahier des charges pour soutenir cette flexibilité, c'est quand même ce qu'on appelle les forums, où il y en a qui appellent ça des agoras, ou d'autres cœurs de village, enfin bref, ce grand espace qui va permettre de favoriser, quand on vient moins au bureau, de maximiser, là ça devient presque mathématique, à travers les flux, de maximiser les chances de rencontre fortuites quand on vient au bureau, notamment de gens qui ne sont pas de votre équipe, parce que votre équipe, vous pouvez encore vous organiser, mais c'est des rencontres de hasard qui sont d'une autre nature. Ça, c'est quand même une nouveauté de ces dernières années qui a quand même réellement un impact sur la conception des immeubles, parce que c'est autre chose qu'un plateau standard généralement, sauf dans les petites organisations. Et je finirai simplement en disant que, comme je le disais, bon, là c'est une illustration de ça, mais peu importe, c'est vraiment cette idée on arrive et avant même d'aller à son plateau de bureau ou à son port d'attache, on traverse nécessairement cet espace d'appartenance, de communauté, et ainsi de suite, et qui, entre parenthèses, fait aussi vase d'expansion en proposant un complément de poste de travail également. Bon, c'était juste une petite illustration. En dernier slide, je pense, j'ai mis quelques photos juste pour illustrer le fait que ça concerne vraiment beaucoup de secteurs. Étienne a parlé de certains secteurs télétravaillables, et c'est vrai, mais j'ajouterais à ça quand même qu'il y a notamment des grandes parties liées au secteur de l'industrie quand même, qui est aussi dans ces contextes-là, et donc c'est quand même quelque chose d'assez généralisé. En bref, 3 nouveaux types d'exigences pour permettre cette flexibilité, à mon sens, des exigences morphologiques, des exigences, alors je me permets de mettre à part l'acoustique parce que c'est vraiment quand même un nerf de la guerre, même si ça peut sembler un zoom un peu aléatoire, mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour toutes les organisations et tous les utilisateurs. Et puis la technologie qui vient notamment fluidifier les usages, tout en restant bien évidemment dans la sobriété qu'on a évoquée à l'instant. Voilà, je vais passer le flambeau. Merci Anne. Effectivement, c'est Étienne maintenant qui va rebondir bien sûr sur tous les éléments que vous avez évoqués. Et je vous propose, Étienne, justement d'élargir notre champ de réflexion, comme vous l'avez mentionné, Loïc et Anne, sur les éléments, les autres espaces que sont les coworking, les tiers-lieux. Et puis, une question autour de l'hôtellisation des bureaux.
Oui, sur ces espaces, hein, sur ces nouveaux intermédiaires finalement, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs de coworking qui deviennent intermédiaires pour la location de surface, notamment dans le QCA, et qui permettent de répondre peut-être à la fois à des enjeux de flexibilité côté direction immobilière, et puis aussi à des enjeux de réponse plus sur mesure, plus cousu main à des équipes ou à des tailles d'entreprises qui ont la nécessité de regrouper des petits effectifs ou des effectifs qui ont besoin de se concentrer et d'avoir beaucoup d'espace en commun. Donc, ces opérateurs de coworking, on observe bien qu'ils sont devenus très stratégiques finalement dans l'expérience et dans la manière dont on réalise une stratégie pour des espaces de bureau. Concernant l'hôtellisation, en ce moment, on travaille avec les chercheurs d'université Gustave Eiffel, avec qui on travaille sur les évolutions des modes de travail en Île-de-France, justement sur le concept d'hôtellisation. Parce qu'on a d'une part le fait de vouloir dire avec hôtellisation, le fait qu'on offre à la fois toute une panoplie de services clés en main à des utilisateurs finaux, mais également qu'on offre le fait de pouvoir louer des étages, des espaces à la semaine, au mois, etc., aux directions immobilières, aux entreprises, et donc on est sur une forme de produit du bureau flexible le plus adapté et en même temps de très haut niveau, et donc capable de pouvoir attirer, donner envie de retourner au bureau, de faciliter le fait de faire société, comme disait Loïc, alors que ce soit société au sens culturel et politique des choses ou juste au sens économique, c'est-à-dire qu'une entreprise puisse avoir un esprit de corps qui s'éprouve et qui se donne à vivre dans ces espaces. Ça, c'est une chose. Et l'hôtellisation, et ce qui est un peu pour nous marrant en ce moment, c'est qu'on a les chaînes hôtelières qui commencent aussi à travailler profondément la question de réactiver leur socle, voire même certaines de leurs chambres, pour les utiliser comme des espaces de travail. Donc, on a des chercheurs qui sont en train d'investiguer ce champ-là en Île-de-France pour voir finalement comment est-ce que du côté des chaînes hôtelières, on va essayer de s'adapter, de proposer une expérience du travail qui puisse répondre à ces nouveaux usages. Et puis de l'autre, l'hôtellisation côté opérateurs d'espaces tertiaires qui, eux, vont essayer de glaner peu à peu les codes de l'industrie hôtelière. Donc, au bout d'un moment, on peut se poser la question si on ne va pas arriver vers des formats complètement hybrides où on ne saura plus vraiment distinguer ce qui est de l'ordre de l'hôtelier et ce qui est de l'ordre du service et des aménités très augmentées qu'on peut offrir dans un espace de travail. Très bien, je crois que là, effectivement, on a abordé beaucoup de thématiques. Merci beaucoup, Étienne. Il nous reste quelques minutes. Je regarde si les personnes qui nous écoutent ont des questions. Ne semble pas être le cas, donc ça veut dire que tout était clair tout au long de cette présentation. Alors, ce que je vous propose pour les 2-3 minutes qui nous restent, c'est justement c'est une question qui vient d'être posée pour Loïc. C'est la question qui s'adresse à vous. Quels seraient les différents leviers pour rendre les nouveaux espaces de travail plus sobres? Comment créer des espaces de travail dont l'impact environnemental serait réduit? Alors, le levier, je l'ai évoqué un petit peu en disant que on est capable aujourd'hui, et nous, on a sorti un produit d'ailleurs qui s'appelle Essentiel, qui consiste à dire que en concevant de façon bioclimatique les locaux, on est capable de réduire considérablement l'empreinte carbone sur l'ensemble de la durée du cycle de vie, à la fois construction, exploitation et déconstruction, diminuer de façon drastique parce qu'on ne va quasiment plus consommer ni de chaud ni de froid. Et puis, on va aussi arriver à des ventilations dites naturelles qui sont plus saines que les ventilations forcées que l'on fait aujourd'hui et avec la clim à la clé. Donc, il y a ce sujet-là, il y a le sujet des équipements, des mobiliers, où on peut arriver dans des choses beaucoup plus, des matériaux recyclables. D'ailleurs, je citais tout à l'heure notre coworker Morning qui fabrique de façon ses propres bureaux physiques avec des matériaux recyclables de façon extrêmement simple. Je vais parler de simplicité, je crois que c'est un mot clé. Sobriété, simplicité. Voilà, il y a aussi évidemment la sobriété carbone en limitant les déplacements, c'est évident, mais ça, on n'a pas évoqué, mais c'est extrêmement important de le souligner aussi. Et puis, me vient à l'esprit
quelque chose peut-être de révolutionnaire demain. Si vraiment on veut être décarboné au maximum, en fait, il faut intensifier l'usage des mêmes locaux. Comme on s'aperçoit que finalement les locaux, on a dit tout à l'heure, très difficile de les réduire finalement, alors qu'il faut gérer les pics d'utilisation. C'est-à-dire, est-ce que, comme disait Anne, est-ce qu'on peut asseoir tout le monde au moment où tout le monde vient au bureau? Et la réalité, c'est que tout le monde, personne ne vient entièrement au bureau, et en même temps, les chances justement que tout le monde se retrouve et que les interactions que soulignait Anne tout à l'heure, totalement à juste titre, qu'il fallait multiplier, parce que c'est ça la richesse, c'est multiplier les interactions de façon aléatoire, avec pas uniquement les gens du service. Finalement, peut-être que demain, alors je lance une idée comme ça, peut-être que demain, un même immeuble de bureau sera loué par l'entreprise A du lundi, mardi ou mercredi matin, et par l'entreprise B du mercredi après-midi jusqu'à vendredi soir. Ce qui fera le télétravail évidemment pour le solde, et qui fera qu'au moins ces jours-là, tout le monde sera ensemble. Et donc sur le plan, comment dire, vision globale carbone, sobriété, ça serait évidemment l'idéal, et ce qui suppose évidemment donc une flexibilité d'aménagement de IT et autres, qui ferait que un même immeuble puisse convenir à deux entreprises qui ont des modes de fonctionnement similaires. Merci beaucoup, Loïc. Effectivement, donc sobriété et simplicité, deux mots-clés sur lesquels vous êtes tous revenus. Justement, il nous reste quelques instants. Je vous propose, Anne et Étienne, comme Loïc vient finalement d'une certaine façon de conclure ses interventions, je vous propose la même chose pour chacun d'entre vous. Un mot de conclusion. Anne et puis Étienne ensuite. Oui, en fait, comme Loïc, moi je suis optimiste. Hein. Je trouve vraiment que c'est une période exaltante et que, en fait, il y a des verrous qui ont sauté grâce à cette horrible pandémie qui a beaucoup de désavantages évidemment, mais elle a permis quand même de rabattre les cartes. Ce que vient de dire Loïc, par exemple, sur cette idée de deux entreprises à mi-temps, je pense sincèrement qu'il n'aurait jamais osé le dire il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut envisager des scénarios vraiment très différents, plein de bon sens, mais pour lesquels il y avait des verrous mentaux et d'usage précédemment. Et voilà, ça ouvre beaucoup de perspectives et que certaines entreprises sont déjà en train de saisir. Et c'est ça qui est si intéressant aujourd'hui. Merci Anne. Étienne, le mot de la fin? Alors, un seul mot, je dirais les liens, pour le fait que, effectivement, comme l'ont évoqué Loïc et Anne, on peut à la fois saisir les opportunités d'un travail à distance, de son hybridation, etc. Après, il y a le fait que le sens que peut nous apporter le travail tient énormément de la relation sociale et humaine, et que ce serait complexe aujourd'hui d'imaginer un monde avec beaucoup de gens complètement distendus. Donc, ça ne veut pas dire que ça va diminuer le télétravail ou le condamner, bien au contraire, mais ça pose encore cette question de quelles sont les cultures, quels sont les espaces qui vont accueillir ces cultures professionnelles, ces pratiques managériales notamment, qui vont permettre d'intensifier les liens. Merci beaucoup. Merci. L'exercice n'était pas simple, mais ça y est, nous arrivons, en ayant, je pense, abordé toutes les questions. Donc, nous arrivons au terme de cette table ronde ce matin. Donc, un grand merci à chacun de vous. Merci Loïc, merci Étienne, merci Anne pour la qualité de vos présentations ce matin. Je remercie chacun des auditeurs qui nous a écoutés effectivement jusqu'au bout. Je rappelle que les diapositives seront accessibles et que le replay sera également accessible sur notre partie adhérent de notre site. Je vous souhaite à tous une excellente journée et rendez-vous, donc comme je l'évoquais, après l'été mais d'abord, je vous souhaite à chacun d'entre vous le plus bel été possible. Je vous remercie au nom de toute l'équipe IEIF et à très bientôt.